Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à So Deep Tech, donc à la seconde édition qui se déroule cette année du 1er au 4 juillet. Donc c'est le festival des Deep Tech de Systématique. Alors, nous sommes ici présents pour donc c'est un festival qui a commencé déjà hier, qui se poursuit encore donc demain, après-demain. Et vous savez, sachez aussi que la journée donc de demain sera en présentiel. Voilà. Donc, je suis Bettina Massingo, chargée de mission RH au sein du pôle systématique. Et nous sommes là ce matin. Nous commençons la journée de ce 2 juillet avec le webinaire qui s'intitule Formation sur mesure. Construisez un collectif performant pour booster les performances de votre entreprise. Donc, juste pour rappel, vous avez encore la possibilité de vous inscrire au prochain webinaire, mais également surtout pour demain la journée en présentiel. Le lien vous sera mis donc dans le chat. Et aussi, vous pouvez tout le long du webinaire donc échanger, donc réagir à ce qui se dit dans le chat en fait. Et pour les questions, il est également possible de poser tout le long du webinaire dans la boîte à questions. Vous voyez le petit point d'interrogation. Voilà, de manière à ce qu'à la fin on puisse vous répondre donc à vos différentes interrogations. Et pour information, le webinaire sera enregistré et donc vous recevrez le replay dès la fin donc de ce webinaire. Donc, je passe la parole sans peu tarder donc à l'Académie du numérique. Donc, c'est eux qui vont animer ce webinaire-là. Et donc, pour la partie questions-réponses. Je donne la parole à Christophe donc Boulard qui va dérouler donc la partie introduction. Voilà. Christophe Boulard est directeur projet à l'Académie du numérique. À vous la parole, Christophe. Merci Bettina. Déjà bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter donc l'Académie du numérique. Donc c'est un projet soutenu par l'État au travers du plan d'investissement d'avenir numéro 3 dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle ingénierie de formation professionnelle et d'offres d'accompagnement innovantes. Donc Eviden et Systématique Paris Région donc ont formé un consortium pour répondre à cet appel à projet, donc, ce qui explique notre présence parmi vous aujourd'hui. Nous avons alors l'ADN a aussi donc le soutien de 3 régions françaises, donc l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la région Occitanie. Donc notre ambition est en fait de proposer une ingénierie de formation innovante et certifiante dans les domaines majeurs de l'industrie du numérique, à savoir donc le cloud, le big data et l'intelligence artificielle, la cybersécurité et l'IoT. Donc notre catalogue intègre en fait 3 types d'offres. Une première offre d'alternance, donc les parcours sont construits et délivrés en partenariat donc avec l'AFPA, hein, donc qui est le premier centre de formation professionnelle en France. Leur durée varie de 18 à 30 mois. Donc, on prévoit d'ailleurs le lancement en septembre d'une promotion d'administrateur cloud DevOps en Île-de-France sur 18 mois. Donc, il reste des places. Hein, donc, si vous avez besoin d'un DevOps dans vos équipes, n'hésitez pas à nous contacter. Le deuxième type d'offre correspond à des parcours donc intensifs de reskilling ou d'upskilling qui ont une durée de 3 à 4 mois. Donc sur des formats bootcamp ou en temps partiel. Et enfin, troisième offre sur laquelle on va faire un focus aujourd'hui, concerne la formation continue au travers de formations de 1 à 5 jours. Donc, à noter également que nous sommes déclarés, que l'ADN, donc l'Académie du numérique, est déclarée en tant qu'organisme de formation, et nous sommes certifiés donc Calliope depuis 1 an. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Thierry Cabinel qui va faire un focus donc sur l'un de nos parcours dans le cadre de la formation continue et qui concerne les agents autonomes collaboratifs. Oui, bonjour, merci Christophe, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Effectivement, je voudrais travailler un peu sur, je vais vous parler d'agents collaboratifs et plutôt donc une évolution majeure de l'IA. Vous le connaissez, c'est l'IA dite générative.
avec les usages classiques que l'on commence à voir apparaître, et je expliquerai tout à l'heure, mais notamment tout de même une tendance très forte qui est aller davantage d'automatisation de l'entreprise, de plus en plus qu'on appelle l'entreprise autonome, des process autonomes, le autonomous business, comme dit Gartner. Donc l'IA est partout, elle sera de plus en plus partout dans tous les aspects, le front office, le back office de l'entreprise, mais également de plus en plus une augmentation de l'autonomie des processus de l'entreprise grâce à l'IA, et en particulier grâce à l'IA générative, et dans l'IA générative notamment grâce aux agents que je vais vous présenter tout de suite. Donc c'est cette problématique-là d'augmentation de l'automatisation au niveau de l'entreprise que nous voulons adresser, et c'est très technologique. Il y a aussi des aspects évidemment sociétaux, de skills, de risk management. Il y a beaucoup d'aspects là-dessus, mais des aspects technologiques qu'il faut prendre en compte. Et on manque dans nos entreprises de compétences pour voilà, quels sont les ingénieurs permettant de construire ces nouveaux systèmes IA à base de l'IA générative avec un nouveau système, un nouveau modèle d'intégration de systèmes. Donc c'est le but de notre formation, d'aller dans de former des gens là-dessus. En résumé, donc, vous connaissez sans doute, mais je veux quand même les rappeler, les différents use cases de l'IA générative. Donc, quand on parle de ChatGPT, de Claude, de tous ces modèles-là, on va passer rapidement. Vous le connaissez sans doute. On peut générer du contenu, on peut traduire des documents, générer du code de plus en plus, faire du question answering, poser des questions sur des documents ou des bases documentaires ou des bases de données en langage naturel, résumé de texte, classification de documents, etc. Donc ça, c'est les use cases classiques. Et on voit les entreprises mettre en place, d'abord ils ont mis en place des POC, et puis après on voit de plus en plus donc des systèmes de plus en plus intégrés. Ce qu'il faut voir, c'est que tous ces use cases là, derrière ces use cases, on a toujours les mêmes technologies, toujours les mêmes briques que j'ai un peu résumé sur ce dessin. Globalement, un système, on va les appeler des chatbots, des bots, des GPTs, des copilots, des virtual assistants, peu importe. C'est toujours le terme change, mais la technologie derrière est toujours la même. C'est quelque chose, un système logiciel qui va recevoir des instructions en langage naturel de l'opérateur, ou qui va recevoir des instructions, ce qu'on appelle des prompts, et qui va renvoyer du texte. Très important. Donc, on reçoit du texte, on envoie du texte. Associé à ça, il y a un langage modèle, un large langage modèle comme OpenGPT ou Claude ou Mistral. Vous avez presque toujours le langage modèle, on lui donne un rôle, il a des pré-prompts, des instructions préalables à partir de lesquelles il va traiter le prompt utilisateur. Il a une mémoire des échanges passés. Il y a ce qu'on appelle des retrievers pour accéder à l'information de documentaires sur des documents PDF, des pages web sur lesquels on typiquement va faire du résumé ou du Q&A. Et de plus en plus, il va avoir des outils pour accéder au web, pour appeler les API, pour générer du code, pour exécuter du code, pour accéder à une base de données, pour générer appeler du SQL, pour faire des actions, interagir avec un CMS, interagir, envoyer des mails, etc. Faire de plus en plus d'automatisation pour contrôler un browser ou remplacer ou compléter un moteur de RPA. Ça offre énormément de potentiel, surtout quand ces agents sont connectés entre eux. Et c'est c'est ce potentiel-là que l'on va adresser, c'est ce qui va permettre la prochaine étape dans l'automatisation de l'entreprise. Alors, ce que l'on voit, c'est que actuellement, donc, les entreprises ont différents agents, différents use cases, voilà, qui sont des applications relativement séparées, les uns pour la création de contenu, pour faire du customer services, pour faire du design de produits, pour faire de la détection de fraude, etc., etc. Une liste non exhaustive sur la gauche. Ce sont des use cases, les technologies sont séparées, les différentes briques techniques peuvent être séparées, même s'il y a un certain niveau de monétisation, mais pour le moment, c'est relativement distinct. Ce que l'on voit, c'est que ces différents use cases vont avoir des interfaces de plus en plus standardisées, des processus de développement de tests de plus en plus standardisés.
On appelle ça, certains du GenAI Ops. À la suite du MLOps, AIOps, DevOps, là-dessus. Donc, standardiser l'interface, standardiser la manière dont on va monitorer les applications, standardiser les boucles de rétroaction de manière à augmenter, avoir des cycles de vie de la donnée générés, etc. Donc, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Plus intéressant, ces systèmes-là seront intégrés entre eux, donc on a la même plateforme, et surtout de plus en plus coopératifs. Typiquement, on va avoir des agents dits autonomes. Donc, ce qu'on voit sur le diagramme de droite, ces diagrammes des agents autonomes est un agent qui, quand il reçoit une instruction de l'utilisateur, d'un humain en général, il est capable à minimum de router cette instruction sur un autre agent dont il connaît les capacités. Donc, il va dédier, donc on n'aura plus une application, mais on aura une seule avec un agent routeur central. Mais de plus en plus, il a la capacité également de décomposer un problème. L'utilisateur va lui poser un problème compliqué, une analyse de texte, une analyse, générer un document, on va faire une analyse marché, spécifier une application, voilà, quelque chose de compliqué. Et l'agent autonome a la capacité de décomposer le problème en sous-problèmes et de générer des prompts à d'autres agents connectés dont il connaît les capacités. Et ça de manière un peu récursive. Donc ça, c'est cette capacité sur des agents dits autonomes, donc un peu hiérarchique dans le sens où on a un agent qui contrôle, qui va décomposer un problème pour appeler d'autres agents. Parmi ces agents, vous allez avoir d'une part des agents proposés par des plateformes publiques pour faire des services habituels, voilà, que là où avant, il y a quelques mois, quelques années, on utilisait des API avec du JSON, du XML, de plus en plus, on va accéder à ces plateformes-là en langage naturel. L'exemple, par exemple, si vous voulez connaître la météo à Madrid aujourd'hui, jusqu'ici, la technique habituelle, c'était, je sais plus, d'avoir appelé weather.com un service, remplir un fichier JSON, récupérer le JSON en retour, le parser. Très certainement, une manière de le faire de manière plus agentique avec des agents, c'est aller récupérer sur un catalogue d'agents un agent qui connaît la météo et poser en langage naturel la question « Quelle est la météo à Madrid aujourd'hui ?» point d'interrogation, et il va renvoyer le résultat. Donc, on va avoir de plus en plus ce catalogue d'agents publics ou dans les entreprises, d'une part. D'autre part, la plupart maintenant des fournisseurs de logiciels de solutions développent et commercialisent des solutions, des front-ends de langage naturel. Que ce soit du SAP, Salesforce, ServiceNow, Jira, Power BI, etc. En fait, tous à peu près on propose une interface de langage naturel. Les noms changent, c'est-à-dire qu'on peut interroger le CRM, votre ERP, etc. en langage naturel, voilà, quelles sont les ventes les 3 derniers mois dans le secteur de la santé, regroupé par type d'offre, point d'interrogation. Et typiquement, le système va générer les requêtes dans votre système SEP ou dans le ServiceNow de manière et renvoyer ça. Donc ça, évidemment, c'est un gros changement puisqu'on va avoir donc cette capacité d'échanger les agents donc pour générer des prompts à ces systèmes-là en langage naturel, recevoir du langage naturel et intéresser avec des informations. De plus en plus, donc, ces agents-là vont être coopératifs, c'est-à-dire ils vont échanger entre eux, pas forcément donc sous le contrôle d'un hiérarchisé d'un agent, mais entre eux, de manière à converger pour résoudre un problème. On voit apparaître ce use case de manière sérieuse et à peu près industrielle, même industrielle, typiquement pour la génération de code. Vous avez peut-être vu arriver, il y a eu des annonces de produits comme Devin ou d'autres, des produits où voilà, on donne les spécifications générales d'un produit. Je veux une application web qui fasse ceci, qui fasse cela. On va écrire, donc l'utilisateur va envoyer les spécifications à un premier agent. Cet agent va décomposer ces spécifications
investigation plus fine, envoyer ça à des agents qui font le code, envoyer ça à des agents qui vont faire des tests unitaires. Les agents qui font les tests unitaires vont discuter, entre guillemets, avec les agents qui font du code, vérifier que le code satisfait les exigences. Et voilà, ces agents-là vont réagir entre eux jusqu'à converger pour avoir une application qui marche. Ce n'est plus de la science-fiction. Voilà, c'est des choses qui arrivent, qui se font, et on va avoir ce genre d'agents coopératifs pour à peu près, pour beaucoup de systèmes de l'entreprise, beaucoup de processus de conception de produits, de recherche d'anomalies. De plus en plus, on va avoir donc des agents soit hiérarchisés pour aller chercher l'information ou de plus coopératifs. Donc, c'est cette tendance forte que l'on veut adresser, et ces technologies sous-jacentes qui nous intéressent dans cette formation-là pour que les gens soient à l'aise, les connaissent, identifient les bonnes et puissent aller développer ce genre de système dans l'entreprise. Et juste encore une dernière mention sur le code. Enfin, la génération de code offre des potentiels absolument considérables. On peut générer du code pour faire du machine learning, on peut générer du code pour améliorer nos logiciels de GenAI. Enfin voilà, donc on peut imaginer beaucoup de rétroactions assez intéressantes. Et là, derrière là, on est un systémique, donc au niveau innovation, ça ouvre la porte à énormément de use cases, d'opportunités en innovation. Certains disent que l'IA générale, le RAL de l'IA pourrait être obtenu par ce type d'agent. Nous verrons bien, mais quoi qu'il en soit, il y a un très fort potentiel disruptif avec ce genre de choses. Alors, pour confirmer un peu ce que je vous ai dit, s'il le fallait, parce que je pense que vous êtes dans le domaine technique, vous avez entendu ça, mais juste quelques petites citations des uns et des autres. Donc, Sam Altman, donc CEO d'OpenAI, qui a dit c'était en février, Novembre, voilà, over time, GPTs and the system precursor to agent, able to do much more, plan and perform more complex action on your behalf. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est la vision d'OpenAI. Toutes les annonces d'OpenAI, chaque fois qu'il y a une nouvelle release, ça va dans cette direction-là. Chaque fois. Regardez-les, l'introduction d'agents, l'introduction des GPTs, etc. Tout va dans cette direction-là. Bill Gates, qui dit que les agents vont tout changer. Alors, d'une part, ils vont changer l'interface utilisateur. On va plus utiliser nos smartphones avec des claviers, des icônes, non. On va poser des questions en langage naturel et il y aura derrière des systèmes d'agents qui vont répondre, quelle que soit notre requête, que ce soit pour prendre un rendez-vous, pour résoudre un problème, pour n'importe quoi. D'une part. Mais également, ça va changer la manière de l'infrastructure informatique elle-même. Ou du moins, ça va pas la changer. C'est-à-dire qu'au-dessus de nos CRM, les ERP, les PLM, les Knowledge Management Systems, etc., qui n'ont pas changé eux, mais au-dessus de ça, il va y avoir une couche d'agents communiquant entre eux en langage naturel et communiquant avec les sous-systèmes sous-jacents, les CRM, les ERP, en SQL, etc., en général les requêtes. Voilà. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, quand même un chambardement tout de même des architectures informatiques. Tout un système d'IA générative au-dessus. Voilà. Andrew Ng pourra être très connu dans le monde de l'IA, qui dit attention, il y a un truc qui est en train de se passer sur l'IA générative et sur les agents. Regardez, et je pense qu'il a parfaitement raison. Le français de l'étape, évidemment, Arthur Mensch, donc patron de CEO de Mistral, qui dit, lui, il imagine carrément qu'on va chacun avoir nos agents, l'agent qui va, personnel, qui ont une extension du cerveau, qui va prendre des actions à notre place, peut-être. Hein. En tout cas, c'est sa vision. Et pareil, surtout, il y a sa vision, mais surtout les annonces, différents produits qui sortent sont conformes à ce genre de citation. Voilà. Et Karpathy, qui pareil, cofondeur d'OpenAI, qui est très connu dans le monde d'IA, qui lui voit un avenir très fort sur ces self-contained autonomous agents. Pour lui, c'est une des étapes qu'il va y avoir pour arriver à une prochaine étape, prochain niveau d'intelligence artificielle, générale ou pas. Voilà. Donc, c'est une tendance de forte et c'est ce
Donc, pour en revenir à notre formation, l'ambition de la formation en 4 jours, c'est que les personnes formées connaissent les briques de base pour imaginer et pour construire ces systèmes. Donc, c'est que 4 jours, mais tout de même, ça permet tout de même d'adresser quand même beaucoup de sujets. Donc, on vise vraiment à ce que, à la fin des 4 jours, les gens soient suffisamment autonomes pour développer le système autonome. Si vous me permettez ça, utilisant l'IA générative pour automatiser les processus de l'entreprise. Voilà. Donc, on parle de langage modèle, on fait les premiers jours d'optimisation de prompt, on voit des techniques un peu avancées de ce qu'on appelle le RAG, le Retrieval Augmented Generation. On regarde les différents outils disponibles sur le marché et les différents mécanismes d'agents qui existent. Coopératifs, autonomes, comme je vous ai montré. On aborde également comment utiliser des modèles plus spécialisés, comment faire du fine-tuning de modèles ou du modèle emerging de modèles. C'est une des composantes pour réduire les coûts, pour optimiser les performances. On est très pratique, on est très, ces technologies sont très puissantes, mais avec des risques au niveau cyber, des risques de prompt injection, des problématiques de coûts. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on met le focus, ou du moins on aborde les solutions techniques permettant de réduire ces risques. Voilà. Donc, le public, c'est des publics techniques, une audience technique. On demande un prérequis en Python parce qu'on montre du code. C'est pas uniquement théorique, hein, même très peu. On fait environ 50% de TP, donc les TP sont avec des notebooks, avec des applications. On ne fait pas que notebook Jupyter en Python, mais également on montre des applications avec expliquer quels sont les patterns de programmation, les patterns d'architecture qu'on peut utiliser pour faire des solutions qui soient scalables, qui soient robustes, industrielles. Voilà, donc on vise plutôt plutôt des développeurs ou des architectes ayant un background technique. Voilà. Il ne faut pas forcément être expert en Python, quoi que ce soit, mais pour avoir une certaine connaissance, ça permet d'aider. On s'adapte les niveaux des TP, voilà, on s'adapte à l'audience. On parle beaucoup, donc le fond technologique, ça va être autour de LangChain. C'est un écosystème qui est très très large, avec énormément de tout ce qui est lié au GenAI globalement est connecté à une interface avec LangChain. Il y a beaucoup d'interactions. Donc on m'explique comment ça marche, les fondamentaux de LangChain. LangChain et tout l'écosystème qu'il y a autour, LangServe, Langsmith, etc. On est vraiment là-dessus. Sachant que c'est également, les concepts qu'on apprend sont utilisables dans d'autres environnements et que LangChain est disponible, c'est une brique de base indépendante du provider, ça tourne que ce soit dans un monde de Google, Azure, AWS, vous avez de LangChain. Et même si vous n'utilisez pas LangChain, les patterns sont les mêmes sur d'autres librairies équivalentes. Il n'y a pas, c'est tout à fait transposable dans d'autres environnements. Voilà. On parle évidemment du Hugging Face, OpenAI, du Mistral. On aborde un peu les agents autonomes via Crue.ai. On parle de BD, de base vectorielle, etc. Voilà. Un objectif, c'est une vision vraiment d'ensemble, 360 degrés de l'écosystème IA générative tel qu'il est aujourd'hui, permettant à l'apprenant de mieux comprendre, d'aller plus vite dans les différentes techniques, de comprendre les tendances, comprendre les annonces, voire anticiper autant que possible ce qui va se passer dans les mois à venir, même si c'est pas, on n'a pas de bout de cristal, mais tout de même connaître les technologies, avoir les sous-bassements. Personnellement, ça fait quand même pas mal de décennies que je suis sur l'IA, donc j'essaie de faire passer cette expérience, un peu cette connaissance globale de l'IA et inscrire cette formation-là dans un contexte général. Et j'ose espérer que ça permet d'anticiper ce qui va se passer dans les mois, voire les années à venir. Voilà. Les apprenants viennent en général avec des idées, des use cases. Donc, on essaie également de conduire, de faire maturer ces idées
identifier des solutions techniques pour les mettre en œuvre, des approches technologiques. Et je voulais dire, ils repartent avec un squelette d'applications permettant de mettre en place la plupart des use cases. Voilà. Peut-être une prise de quelques questions. Alors, les questions doivent être déposées dans la boîte à questions. On y répondra à la fin. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ça marche. Donc, vous pouvez, tout le long du webinaire, hein, poser vos questions. Vous avez vu dans la boîte à questions, avec le point d'interrogation, de manière à ce qu'on y réponde durant le temps qui est prévu pour ça. Merci à tous. OK. Donc, je donne la main. Barbara, on va évoquer des sujets cyber. Christophe et Bettina, j'ai vu qu'elles étaient à la répète. Il faut qu'elles montent sur scène, c'est ça? Oui, oui, oui. Il faut qu'elles remontent sur scène, je sais pas. Barbara, vous pouvez remonter sur scène, s'il vous plaît. Voilà. On a eu 2 minutes d'avance. On avait prévu le passage de témoins à 10h30. Tout à fait. Si Bettina, si jamais il y a des questions qui arrivent dans le chat, on peut peut-être les prendre. D'accord. Alors, n'hésitez pas du coup à poser vos questions, mais dans la boîte à questions, on a effectivement 2 minutes, le temps que Barbara se rejoigne la scène. Et aussi même justement, simplement aussi à réagir à ce qui a été dit. N'hésitez pas aussi dans le chat à réagir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez à dire à cela? Enfin, n'hésitez pas vraiment à vous exprimer. Nous sommes là pour interagir également. Voilà, Barbara est là, donc on lui laisse la main. Voilà, donc on attend vos questions aussi dans la boîte à questions. Voilà, Barbara, à vous la parole. Est-ce que tout le monde m'entend, Bettina? Oui? Oui, très bien. Sur scène, parfait. Bonjour à tous, donc je suis Barbara Coué, je suis Global Portfolio Manager dans l'entité qui s'appelle Digital Security, qui est une combinaison de cyberproduits et cyberservices et aussi des systèmes critiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'Escape Game Privacy Enhancing Technologies et la nouvelle façon d'apprendre qu'on propose. Ok, alors. D'abord, avant d'entrer dans le sujet de l'Escape Game, peut-être d'abord expliquer ce que sont les Privacy Enhancing Technologies, autrement dit, des technologies qui permettent d'élever la confidentialité des données. Et surtout, qu'est-ce qu'elles amènent de nouveau? Qu'est-ce que nous avions précédemment à disposition? Quand il s'agissait de sécuriser une data qui était stockée, la donnée était encryptée quand on la stocke, elle était décryptée quand on la sortait de stockage. Aujourd'hui, donc à ce moment-là, le challenge est de garder la clé d'encryption sécure et confidentielle et de pouvoir la récupérer pour pouvoir activer et visualiser les données quand on en a besoin. Ça, c'est quelque chose dont on disposait déjà. Ensuite, pour la donnée en transit, c'était le second outil dont nous disposions, avec une donnée qui était encryptée avant qu'elle soit envoyée et qui était décryptée au moment où elle était reçue, avec un deuxième challenge ici qui était d'échanger de façon sécurisée cette clé de décryption. Mais avec ces techniques, il y avait toujours un moment, jusqu'à maintenant, où la donnée était décryptée, c'est-à-dire où elle était rendue visible pour d'autres entités, par exemple pour le cloud provider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la donnée, techniquement, elle pouvait être utilisée, même si légalement son usage était prohibé. Et donc, on avait une confidentialité de données qui était partielle quelque part, puisque la donnée pendant les opérations était visible. Désormais, avec les Privacy Enhancing Technologies, que je vais appeler PET pour simplification sur ce webinaire, c'est quelque chose qu'on essaie de résoudre, l'idée étant d'éviter l'usage d'une data dans une forme intelligible, tout en permettant de faire un certain nombre d'opérations dessus, que ce soit du query, de la visualisation, enfin d'avoir des insights à partir de cette donnée. Donc, c'est le dernier step de la protection de la donnée, qui est d'ailleurs catégorisé par le NIST dans un code, sous un code qui est le PRDS10, qui correspond à Protect Data Security, le 01 étant pour le At Rest, le 02 pour le Data in Transit et le 10 pour le Data in Use.
Et alors, vous pourrez me dire, mais comment fait-on cette merveille de protéger les données pendant les opérations? Eh bien, on va le voir juste après, mais je vous donne quelques pistes. Déjà, on peut garder la donnée encryptée de bout en bout, tout en la conservant avec des capacités d'être computée. On peut aussi faire ces opérations sur la donnée dans des environnements qui sont sécurisés, même dans des environnements insécurisés, donc dans des espèces d'enclaves. Et puis, on peut également faire des opérations sur les données après avoir enlevé de ces données tout ce qui pourrait être sensible, notamment en termes de réidentification de données personnelles. Mais on va voir tout ça un petit peu plus en détail. Et surtout, on va voir d'abord les raisons pour lesquelles vous devriez vous intéresser plus profondément à ces technologies. Alors, vous avez à l'écran 2 informations de Gartner. Le premier, c'est une information qui explique qu'il y a 60% des organisations qui vont utiliser une ou plus, et ça c'est déjà une indication importante, PET dans le monde de l'analytique, de la business intelligence ou du cloud computing avant 2025. Ce une ou plus est intéressant parce que vous l'aurez compris, quand je parle des privacy enhancing technologies, il y en a plusieurs. En fait, il y a tout un panel de technologies qui s'assoient sur des fondations différentes, on va dire ça comme ça. Donc, il y a des technologies hardware, des technologies software, avec des fondations cryptographiques, mathématiques, statistiques. Donc, c'est vraiment un panel de technologies. Ces technologies, pourquoi vous devriez vous y intéresser et pourquoi 60% des entités demain vont les utiliser? La première raison, c'est parce que, vous l'aurez constaté, il y a une augmentation significative des lois sur la confidentialité de la donnée dans le monde. Et ça, c'est un trigger. La plupart des organisations aujourd'hui, elles n'ont pas de practice dédiée à la privacy. Cette responsabilité-là, pour quelque part opérationnaliser la réglementation, elle est mise du côté de la technologie et plus spécifiquement du côté de la sécurité dans l'ombrelle du CISO. En fait. Le deuxième point, c'est que pour lequel les organisations vont de toute façon utiliser ces PET, c'est que aujourd'hui, un des facteurs clés de succès, c'est quand même de pouvoir processer de la data dans des environnements tels que le public cloud, qui ne sont pas forcément des environnements de confiance à 100%. On va exprimer ça comme ça. Et puis également, dans ce data écosystème, en fait, il y a un besoin croissant de pouvoir croiser la donnée avec d'autres silos dans l'entreprise, d'autres entreprises, au sein d'un écosystème verticalisé dans un domaine, la finance, la santé, etc. Aussi à national level, donc au niveau national, mais également au niveau transnational. Et on en reparlera, par exemple, dans le cas de l'anti-money laundering, donc la recherche du blanchiment d'argent. Comme vous l'avez compris dans le slide précédent, contrairement à l'encryption en transit et en stockage, avec les PET, aujourd'hui, on peut protéger la data in-use pendant les opérations, et c'est ça qui ouvre un champ immense de possibilités aux organisations pour faire de l'analytique collaboratif dans des formes qui auparavant étaient impossibles avec les méthodes traditionnelles. Pour revenir un petit peu sur ces technologies que vous voyez à droite, donc comme vous l'aurez compris, il n'y a pas une, mais des technos. Et ces technologies, il faut les distinguer aussi des méthodes classiques. Il y a des méthodes classiques d'anonymisation, mais aujourd'hui, ces méthodes sont avancées, bien plus avancées que les méthodes traditionnelles comme du data masking qui sont utilisées dans les data security platforms. Pourquoi? Parce qu'elles amènent des garanties mathématiques et cryptographiques en termes de confidentialité. Et ça, c'est assez nouveau, et c'est pour cela que ces technologies, comme vous le voyez sur le Gartner Hype Cycle, eh bien, elles ont des niveaux de maturité qui sont assez hétérogènes, parce que certaines sont encore en développement. Les technologies sur lesquelles on va se focaliser dans l'escape game, ce sont celles que vous voyez en rouge. Donc, ce sont les majeures, hein, en tout cas de notre point de vue. Synthetic data, donc c'est la donnée synthétique, la confidentialité différentielle, le confidential computing, l'encryption homomorphique, la secure multi-party computation, donc le fait de pouvoir faire des calculs collaboratifs sécurisés et privés. Et on parle également, mais dans une moindre mesure, de Secure Federated Machine Learning et de Zero Knowledge Proof. Et à ce stade de la présentation, vous vous demandez certainement si les PET, c'est un truc pour des experts crypto uniquement, et finalement, à quoi ça sert et quels sont les use cases concrets.
Et donc, c'est ce qu'on va développer un petit peu après. Donc, quels sont les use cases concrets autour des PET? Alors déjà, la réponse à la question précédente, c'est que non, c'est pas un truc d'expert crypto uniquement. D'ailleurs, dans le game, on encourage vivement des équipes diverses à se joindre au jeu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une implémentation de PET au pluriel, ça peut être quelque chose de très simple avec une surcouche, ça peut être quelque chose de très transformatif qui traversera les couches de l'infra, de la data, de l'AI et les couches applicatives. Et ça dépend du use case. Donc, vous voyez que dans ce slide, en fait, on va dire de façon très simplifiée, bien sûr, hein, selon le use case, on va plutôt être orienté Data Protection Officer ou l'équipe cloud ou les data scientists. Et ces promesses, vous les voyez en dessous, elles sont de l'ordre de 3. La première, elle est autour de tout ce qui est la protection de la donnée personnelle. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de convertir une donnée qui est une donnée sensible ou régulée dans un asset qui soit exploitable pour l'entreprise en restant bien sûr dans le cadre de la législation. Et là, du côté des PET, on a des use cases comme du cross-border data transfer, donc le transfert de données à travers les frontières, qui est souvent régulé dans certains verticaux comme la finance ou la santé. Et du côté des PET, on peut y répondre avec un set de technologies autour de la désidentification, donc anonymisation, pseudonymisation. La deuxième promesse, c'est tout ce qui est relatif à la souveraineté des données dans le cloud, ou plus largement dans les environnements pour lesquels il n'y a pas 100% de trust, enfin de confiance. La plupart de nos données aujourd'hui, alors que ce soit des données d'entreprise ou des données privées, eh bien, elles sont processées dans des entités, on va dire, qui sont hébergées aux États-Unis ou en Chine, et la plupart répondent aux contraintes de leur autorité publique. Et donc, on voit parfois des sociétés qui sont un petit peu hésitantes quant à leur cloud stratégie, leur stratégie cloud, surtout quand il s'agit d'applications qui s'appuient sur des données sensibles ou réglementaires, ou quand il s'agit également de secrets industriels. Et donc, ça freine un petit peu le move to cloud. Aujourd'hui, avec les PET, comme on peut faire des opérations sur la donnée de façon sécure et confidentielle au sein de ces environnements qui ne sont pas forcément trusted, eh ben, on peut débloquer une partie de ces applications pour le move to cloud, alors même qu'elles s'appuient sur des données régulées ou sensibles. Et donc là, on va être dans deux typologies de use case, donc ces fameuses applications sensibles qui bloquaient tout ou partie de la migration et la protection des secrets industriels. Par exemple, si vous êtes un fournisseur d'un algorithme qui permet de faire la reconnaissance du diagnostic healthcare, donc du diagnostic de pathologie dans des images, et vous ne voulez pas que cet algorithme soit exposé, on peut aussi faire des choses avec les PET aujourd'hui pour le protéger. Le troisième pilier, on va dire, en matière de use case autour des PET, c'est tout ce qui est autour de l'exploitation collaborative des données, mais avec des systèmes et des mécanismes qui permettent de garder la confidentialité. Donc là, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, on va être sur l'identification de blanchiment d'argent, par exemple, à travers des États membres. Aujourd'hui, les banques n'ont pas forcément le droit, selon les législations, de faire passer, déjà de communiquer les transactions financières individuelles, en clair, mais également de faire transporter ces données au-delà des frontières. Et donc, quand il s'agit de faire des croisements entre des transactions financières pour identifier du blanchiment d'argent entre banques ou entre pays, ça devient extrêmement compliqué. Et donc, il y a aujourd'hui des possibilités d'infrastructures transnationales qui permettent de faire ce genre de choses. Mais c'est également le cas au niveau national, par exemple sur des données patients qu'on voudrait partager dans des écosystèmes de recherche. Donc, en synthèse, sur ce slide, vous avez compris qu'il y aurait 3 use cases autour des PET. Je veux utiliser ma donnée personnelle pour avoir des insights, ou avoir des informations, en tirer des bénéfices. Je veux partager cette donnée qui est sensible ou régulée pour avoir une vision collaborative et des insights collaboratifs sans toutefois exposer ma donnée personnelle dans cet écosystème. Donc, elle garde préservée des autres. Et puis, le troisième point, c'est que je veux opérer ces données sensibles dans le cloud en garantissant qu'elles seront quand même le plus haut niveau de confidentialité. Et à ce stade, il se pourrait que j'ai perdu votre attention, et ça serait normal, parce que c'est un sujet complexe, avec une large variété de technos. Et là, vous vous dites, mais comment on a eu l'idée de faire de ce sujet quelque chose d'un peu plus fun? Et donc, l'idée, elle nous est venue des constats de nos clients, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a vu, c'est qu'en matière de PET, nos clients, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu avoir une vue sur ces technologies, mais souvent, ils se sont axés sur une technologie. Donc, ils ont fait des sprints avec leur équipe R&D.
Et puis ils ont testé parfois une technologie hardware, parfois une technologie software, ou parfois ils ont choisi une solution unique du marché pour acquérir de la connaissance là-dessus, mais ils n'étaient pas sûrs que ça répondrait à leurs besoins. Parfois, ça avait besoin de compétences cryptographiques dont ils ne bénéficiaient pas, parce que la solution est un peu low level. Parfois, c'est une combinaison de technologies qui aurait été préférable pour leur use case. Et finalement, ça ne matchait pas avec ce qu'ils voulaient faire, ou ils se sont heurtés à des difficultés techniques. Donc, nous, on a eu l'idée de résumer tout ça, donc de leur donner un savoir autour des PET dans un jeu à un endroit unique, mais pas seulement, aussi qu'ils voient des solutions du marché, leurs usages, leurs avantages, leurs limites, qu'ils puissent explorer des use cases, et surtout qu'ils puissent faire des analogies avec leur propre domaine. Et donc, on a eu l'idée de construire cet escape game. Alors, j'exposerai pas l'énigme de l'escape game. Ce que je peux teaser, on va dire, pour vous donner un petit peu envie, c'est que donc votre équipe fait partie d'une organisation humanitaire, que le challenge, c'est de manager un camp de réfugiés en protégeant la donnée de ces populations qui pourraient être menacées parce qu'elles sont malades ou parce qu'elles sont menacées dans ce pays-là. Donc de faire un certain nombre d'opérations avec des missions sur des campagnes de vaccination, de la réunification de familles, de l'allocation de ressources au camp, de la logistique, des choses comme ça. Et puis, bien sûr, tout ça en préservant la confidentialité de la donnée. Donc, vous aurez des missions, un leaderboard, il y aura des quiz avec des scores et une énigme finale avec un coffre à craquer. Tout ça dure à peu près une semaine. Alors, c'est distribué sur une semaine, mais c'est à peu près 2 heures par jour, avec une session finale animée par nos experts pour faire les analogies avec votre domaine. C'est accessible à tout professionnel dans des champs tels que la donnée, la cryptographie, des gens de la sécurité, des gens de l'AML, des gens de l'infrastructure. Il n'y a pas besoin de compétences en cryptographie pure et dure. Le jeu, il est compréhensible pour les profils. On n'a pas à coder. Bien sûr, il y a des modules qui sont un peu plus orientés AML pour les data scientists, d'autres un peu plus orientés DPO ou d'autres un peu plus crypto, mais globalement, ça reste accessible et c'est guidé. Quelque chose d'important aussi à préciser, vous n'avez rien à installer. C'est-à-dire que c'est accessible online et il n'y a pas d'installation à faire chez vous. Voilà. Et puis à la fin de la semaine, donc notre équipe d'experts fait un wrap-up avec votre équipe où on fait une design thinking session, on regarde les analogies avec votre domaine et on regarde ce qui ferait sens dans votre contexte. Pourquoi c'est innovant? Alors, aujourd'hui, nous, on a identifié que enfin, c'est pas nous, c'est McKinsey, pour être très précis, sur un de ses rapports, qui a identifié que la plupart des CEO, ils pensent que la principale raison pour laquelle ils n'innovent pas, c'est à cause des skills, donc des compétences. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés dans l'innovation, ils investissent dans l'innovation, mais ils ne voient pas leurs employés capables d'innover et de s'adapter. Et donc, nous, on a vu ce trou quelque part, et on s'est dit que sur des sujets complexes comme le PET, ça valait le coup de proposer quelque chose d'un peu différent qui fasse appel finalement à la créativité de ces équipes. Et donc, on ne pouvait pas engager ce qu'on appelle de la playification, c'est vraiment du jeu, parce que du côté des PET, c'est assez complexe. Toutefois, on a pu engager ce qu'on appelle, nous, de la gamification, c'est-à-dire d'ajouter du jeu sur des environnements qui, à la base, ne sont pas forcément faits pour la gamification. Voilà, donc on a travaillé 18 mois pour identifier les bons partenaires avec les bonnes technologies pour que ça soit vraiment représentatif. On a signé des agréments, donc des contrats avec eux, construit des scénarios, construit des jeux de données, construit le contenu. Et aujourd'hui, on a 4 pure players qui sont Sarus, Infer, Zama et TrueInsight qui nous donnent accès pendant cet escape game à leur infrastructure et à leur démo sous une bannière unifiée qui est l'énigme qu'on a construit ensemble. Voilà. Donc, et dans cet esprit gamification. Il n'y a rien qui existe aujourd'hui de similaire sur le marché dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment unique. Et par-delà le jeu, aujourd'hui, on peut également proposer, a posteriori du jeu et de cette design thinking session, de venir répliquer ce qui est fait, puisqu'on a installé aujourd'hui une plateforme multi-PET pour des POC clients avec un départ lancé. Voilà. Donc, si vous voulez des informations additionnelles sur ce jeu, n'hésitez pas à nous contacter, Barbara Thureau ou moi-même. Et puis, n'hésitez pas à poster vos questions aussi dans le chat et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Et je passe la main à Christophe pour la suite des opérations. Excusez-moi, mon micro était coupé. En conclusion, donc on peut noter donc que nos apprenants bénéficient donc d'une employabilité
assurée grâce à des mises en situation réelle, d'une formation d'excellence délivrée par nos meilleurs experts chez Eviden. Donc, il bénéficie aussi d'un apprentissage actif, donc qui fait la part belle au TP, aux projets ambitieux, donc pour nos formations les plus longues, et qui favorise l'apprentissage collaboratif. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez le faire donc à l'adresse mail qui est indiquée sur cette slide. Et on est à votre écoute pour pouvoir avancer avec vous et construire des parcours aussi personnalisés aux besoins. Très bien. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il y en a pas encore, mais on va passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui veulent bien les poser? L'équipe ADN est donc à votre écoute. N'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Alors, on va regarder. Tac. Non, je ne vois pas encore. Donc, en attendant que vous posez des questions, je vais juste profiter donc pour vous informer que le festival des Deep Tech, donc ce Deep Tech se poursuit. Il se poursuit donc déjà tout à l'heure à 11h30, on aura le webinaire Horizon Europe pour les débutants. Osez demander comment candidater. Ensuite, de 13h à 14h, toujours aujourd'hui, former des industriels à l'IA de confiance. Et enfin, donc, à 14h30, donc, les doctorants, une source exceptionnelle de talent. Donc, ça sera une table ronde que j'aurai également le plaisir, donc, d'animer. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour, donc, ce webinaire? Nous vous écoutons. Si on n'a pas, dites-nous, tout est clair, tout est très bien, comme ça, on saura. Donc peut-être une précision, Bettina, c'est Juliette. Oui, allez-y. Donc toutes nos formations sont disponibles en intra-entreprise, notamment les formations dans le domaine de la cyber. On organise des formations pour des groupes dédiés et également en inter. Donc voilà, s'il y a si vous voulez plus d'infos sur les dates des prochaines sessions, etc., vous nous contactez. On a mis en avant ce matin, je remercie nos intervenants, donc des formations vraiment pointues. On a d'autres modules en catalogue, donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Et on espère qu'on vous a fait rêver et qu'on vous a projeté dans le futur. Merci Juliette. Oui, donc on va laisser encore un petit peu de temps. S'il y en a qui veulent réagir dans le chat, n'hésitez pas. C'est à votre écoute. Alors, est-ce que vous pouvez juste du coup nous dire dans le chat si tout est OK pour vous? Sinon, c'est comme ça, au cas où il y en a qui sont en train d'écrire et que ça prend du temps. Juste qu'on sache. Je regarde les participants. D'accord. Écoutez, moi, je vois pas de questions, donc faut croire que tout est très très clair et que voilà, de toutes les manières, on va vous rafficher la présentation là en grand. Il y a l'adresse email aussi voilà, l'adresse email donc contact@academiedunumérique.net. Vous pouvez donc les contacter et puis pour peut-être échanger en privé, en off si vous le souhaitez. Mais en tout cas, c'est moi à disposition. Voilà. Okay. Bien, merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci à vous d'avoir été présents. Merci à l'équipe de l'Académie du numérique. Merci donc au prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir.